Il y a peu d'endroits au monde où la vie est aussi abondante. Nous sommes à l'est du Canada, à l'extrémité de la péninsule gaspésienne. Ici, chaque printemps, la richesse des eaux côtières du golfe du Saint-Laurent attire des visiteurs marins venus de partout pour s'alimenter durant la saison estivale. Plusieurs espèces vont et viennent au gré de leur migration, mais un mammifère marin réside ici en permanence, le phoque commun. Je suis moi aussi de cette partie du monde. Depuis plus de 35 ans, j'exerce le métier de cinéaste animalier. Et même si j'ai filmé les animaux un peu partout sur la planète, c'est chez moi, en Gaspésie, que je préfère travailler. Au fil des années, j'ai appris à approcher les animaux et à me faire accepter dans leur entourage. Lorsque je passe beaucoup de temps avec eux, ils en viennent presque toujours à ne plus se préoccuper de ma présence. Je peux ainsi les filmer de très près, sans altérer leur comportement, et capter des moments de grande intimité. Ce nouveau projet représente toutefois pour moi tout un défi. Je travaille seul, et je ne suis pas retourné sous l'eau depuis plus de 20 ans. Je dois donc réapprendre à filmer avec une caméra sous-marine et à me familiariser avec de nouveaux équipements. Si je veux réussir à approcher les phoques, je devrais d'abord réapprivoiser le milieu aquatique. Bien qu'un groupe de phoques passe la belle saison à une vingtaine de kilomètres de chez moi, je ne sais que très peu de choses sur eux. Nous sommes presque voisins, mais un monde nous sépare. On nomme échoueries ces endroits où les phoques se reposent sur les rochers. C'est sur ces rivages de la baie de Gaspé que je vais tenter d'apprendre à mieux les connaître. Mes premières plongées confirment mes appréhensions. Le ressac des vagues brasse les sédiments des eaux peu profondes près du rivage, rendant ainsi la visibilité sous-marine presque nulle. Je vais devoir trouver le moyen de m'approcher très près des phoques pour pouvoir les filmer. J'entends leur vocalisation, mais je n'ai aucune idée de la signification des sons qu'ils émettent. Chaque fois que je réussis à m'approcher suffisamment d'un phoque, il s'éloigne rapidement. Jour après jour, semaine après semaine, le résultat demeure le même. Comment puis-je réussir à persuader les phoques que je ne suis pas une menace? Je m'éloigne du rivage. Là où l'eau est plus profonde, la visibilité est meilleure. J'espère que la curiosité des phoques les incite à s'approcher et à s'habituer lentement à ma présence, ainsi qu'aux bulles et aux sons que je génère à chacune de mes respirations.
Pour l'instant, c'est un jeu de patience. Alors que mes réserves d'air approchent du point critique, j'entends un grondement étrange. Quel est ce son qui fait vibrer l'espace sous-marin? Sous l'eau, il est difficile de déterminer la provenance des sons, mais la source semble se situer au-dessus de moi. Je me positionne pour avoir le meilleur champ de vision possible, dans l'espoir de découvrir le mystère. Mais le peu d'air dont je dispose dans mon cylindre m'oblige à retourner vers les eaux moins profondes, près de l'échouerie. Et là, pour la première fois, les phoques semblent réaliser que je ne suis pas une menace. C'est ainsi que pour moi débute une fascinante aventure qui va changer à jamais la façon dont je perçois ces mammifères marins. L'hiver a passé et le printemps me ramène vers l'échouerie pour une nouvelle saison de tournage. Même si j'ai été plusieurs mois sans côtoyer les phoques, quelques plongées avec eux suffisent à les réhabituer à ma présence et je peux désormais les observer beaucoup plus facilement. Leurs activités quotidiennes se déroulent entre terre et mer. Ils se prélassent et dorment sur les rochers, chassent sous l'eau, observent le monde extérieur près de la surface. Ce qui me fascine le plus est leur caractère joueur. Indépendamment de leur âge et de leur sexe, ils jouent constamment entre eux. Selon les scientifiques, ces comportements aideraient à cimenter les liens qui les unissent et à établir un rang social dans la colonie. Pourtant, j'aime à penser que pour eux, comme pour nous, le jeu procure aussi une certaine forme de plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est un moment excitant pour passer du temps avec eux dans la baie de Gaspé. Bien qu'il soit très difficile de différencier le sexe des phoques communs, je sais que certains des individus que je côtoie en ce moment sont des femelles qui vont bientôt donner naissance. La colonie est sur le point d'accueillir de tout nouveaux individus. Le matin du 23 mai, je me retrouve devant un phoque qui me semble être une femelle prête à mettre bas. Elle est isolée des autres phoques et se frotte sur les fonds rocheux, comme pour soulager son inconfort.
Les naissances ont généralement lieu hors de l'eau, sur les rochers du rivage. La marée haute et les vagues limitent pour l'instant les endroits accessibles. Et cela pourrait retarder la mise bas de quelques heures, puisque les conditions n'y sont pas favorables. Je la laisse s'approcher du rivage et observe à distance. La femelle donne finalement naissance. Mais à peine né, le petit est emporté par une vague sans même que sa mère n'ait eu le temps de sentir son odeur. Un comportement essentiel pour qu'elle puisse le reconnaître. La femelle doit suivre le petit de près et ne pas le perdre de vue, ce qui mettrait sa vie en péril. Heureusement, les chiots naissent avec l'instinct de suivre leur mère. Les vagues se calment et mère et petit peuvent finalement faire connaissance. Il y a des millions d'années d'évolution derrière ce comportement. En collant son museau contre celui de son chiot, la mère mémorise son odeur unique. Ce sera pour elle le moyen ultime pour identifier son petit et le distinguer des autres nouveau-nés de la colonie. Au même moment, le chiot commence à émettre le cri signature qui lui est propre et dont il se servira pour appeler sa mère. Protégé pour le moment de tout danger, le chiot peut se reposer et profiter des douceurs de l'espace sous-marin. Contrairement à la plupart des autres mammifères marins, le phoque commun passe sa vie dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres de son lieu de naissance. Un peu plus loin sur la côte, un autre chiot vient de naître. Celui-ci revêt encore son pelage prénatal, que l'on appelle le lanugo. Cependant, il le perdra au cours des prochains jours. Sa mère vient tout juste d'expulser le placenta. Les nutriments qu'il contient retourneront contribuer à nourrir la vie végétale et animale qui, près des côtes, est d'une richesse inouïe. Plusieurs espèces d'algues forment de véritables forêts sous-marines qui servent de refuge et de nourriture à des centaines d'organismes marins. Des milliers de formes de vie primitives s'agrippent aux rochers, filtrant le plancton qui passe constamment à leur portée. Les organismes microscopiques planctoniques sont à la base de la chaîne alimentaire et sont essentiels aux méduses, aux phoques, aux baleines
ainsi qu'à l'ensemble de la vie marine. À la fin du printemps, des centaines de milliers de capelans sont de retour près des côtes pour se reproduire, traînant à leur suite des milliers d'oiseaux de mer, des fous de bassin. Depuis une trentaine de mètres au-dessus de la mer, ils repèrent les bancs de capelans, plongent abruptement, atteignent des vitesses allant jusqu'à 100 km/h, replient leurs ailes juste avant l'impact, transpercent la surface marine comme des flèches et capturent leur proie à l'aide de leur long bec effilé. Les fous de bassin blessent beaucoup de capelans. Ces poissons iront joncher le fond de la mer, condamnés à nourrir d'autres formes de vie. À quelques kilomètres au large de l'échouerie, d'autres visiteurs viennent à la rencontre des bancs de capelans. Ces rorquals-à-bosse ont effectué une migration de plus de 4000 km depuis leur ère de reproduction et d'hivernage dans la mer des Caraïbes. Ils sont de retour dans les eaux riches du golfe du Saint-Laurent pour s'alimenter et reprendre le poids qu'ils ont perdu durant leur longue migration. Les rorquals-à-bosse reviennent dans ces aires d'alimentation depuis des milliers d'années. Ils répètent les mêmes rituels, offrant du même coup les plus grands de tous les spectacles que la Gaspésie peut offrir. Les baleines et les phoques n'ont pas le même ancêtre terrestre. Ils sont apparus à des aires distinctes et se sont adaptés différemment à la vie marine. Au fil de millions d'années, les narines des baleines ont migré sur le dessus de leur tête pour former un évent, tandis que celle des phoques ressemble encore à celle de ses ancêtres terrestres. Les muscles du phoque sont capables d'emmagasiner 10 fois plus d'oxygène que ceux d'un être humain. Lorsqu'il plonge, son rythme cardiaque diminue considérablement, le cœur n'acheminant le sang oxygéné qu'aux organes vitaux.
Ces adaptations lui permettent de rester sous l'eau jusqu'à 30 minutes consécutives. C'est bien assez longtemps pour faire une sieste. Et remonter lentement vers la surface lorsqu'il doit de nouveau respirer. Comme tous les nouveau-nés, celui-ci a besoin de beaucoup de sommeil. Mais sa mère peut le réveiller rapidement lorsque vient l'heure de la tétée. À ce stade crucial de son développement, la mère va nourrir son chiot toutes les 3 ou 4 heures, lui offrant un lait qui contient plus de 45% de matière grasse. Le chiot, qui pèse 11 kg à la naissance, prendra un demi-kilo par jour. Sa mère jeûnera pendant les 8 premiers jours, se dévouant entièrement à sa survie. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Le vent a soufflé toute la nuit et de fortes vagues viennent se fracasser sur l'échouerie. Les phoques se sont éloignés du rivage. Seule une mère et son chiot résistent à l'assaut. Mais la marée est montante et le petit est finalement emporté par une vague. Le chiot n'est pas encore assez fort pour rejoindre sa mère. Elle plonge avant de le perdre de vue et tente de l'entraîner en sécurité plus loin du rivage. Le petit est exténué et il s'agrippe au rocher malgré les appels de sa mère. Mais la force du ressac l'emporte à nouveau. Et cette fois, la mère et son chiot se retrouvent. Dans l'agitation de la période des naissances, j'ai été ignoré par la plupart des phoques. Maintenant, certaines mères encouragent leurs petits à s'éloigner de moi. Je me tiens à une distance respectable et ne capte que les interactions qui se déroulent directement devant moi. Un des chiots est particulièrement curieux et il est attiré par l'effet de miroir que procure la vitre de la caméra sous-marine. Fasciné par sa propre image. Sa mère tente par tous les moyens de l'empêcher de venir continuellement vers moi et ma caméra. En observant ces interactions intimes,
Je ne peux me retenir de penser que ma présence ne fait que compliquer la tâche déjà ardue de cette mère. Et j'espère à la fois qu'en restant calme et passif, je pourrai arriver à créer un lien de confiance avec eux. Mais pour l'heure, la mère bloque toutes les tentatives du chiot de s'approcher. Je ne peux être que fasciné par la ténacité de la femelle, autant que par celle du petit. Après une dizaine d'essais, la mère réussit finalement à ramener le chiot vers l'échouerie, ce qui met fin à ma journée de tournage. Au sein de la colonie, les naissances s'échelonnent sur quelques semaines. Les petits n'ont donc pas tous le même âge. Certaines femelles doivent encore rester en permanence avec leurs chiots, alors que d'autres les laissent parfois seules. Celle-ci n'a rien mangé depuis qu'elle a donné naissance, il y a 8 jours. Et pour la première fois, elle quitte momentanément son petit et part à la recherche de nourriture. Les phoques communs se nourrissent d'une variété de poissons et d'invertébrés selon la disponibilité de la ressource. Aujourd'hui, la femelle a profité de l'abondance des lançons au large de l'échouerie. Ces poissons vivent enfouis dans les fonds de sable ou de petits graviers. Toutefois, quand vient le temps de se nourrir, ils sortent de leur cachette et se regroupent en formant parfois des bancs immenses. Le phoque commun n'est pas le seul pinnipède à vouloir capturer ces petits poissons dans la baie de Gaspé. Le phoque gris est pour lui un compétiteur de taille. 3 fois plus gros qu'un phoque commun, le mâle peut peser jusqu'à 300 kilos et consommera 3 fois plus de nourriture que le phoque commun pour assurer sa survie. Un phoque gris de cette taille consommera 2 tonnes de nourriture par année. Heureusement, les capelans et les lançons sont particulièrement abondants cette année. Et bien qu'ils se nourrissent des mêmes poissons, les phoques gris et les phoques communs tendent à s'éviter les uns les autres et à chasser dans des lieux différents. Si bien qu'aujourd'hui, la femelle chasse seule dans un banc de lançons. Mais lorsqu'elle revient à l'échouerie où elle a laissé son petit, celui-ci n'est plus là. Le chiot ne pourrait survivre sans sa mère. C'est pourquoi elle part immédiatement à sa recherche. Il y a plusieurs petits qui nagent près de la surface, et le seul moyen pour elle d'identifier le sien est de les approcher, museau à museau, et de sentir leur odeur.
Tant qu'elle n'aura pas trouvé le sien, elle poursuivra la manœuvre, subissant les agressions des autres mères qui, naturellement, protègent aussi leurs chiots. Son petit est un peu plus loin sur la côte. Seul, il appelle désespérément sa mère. Il ne sait pas comment la retrouver, mais continue ses allers-retours le long de la côte, puis, complètement épuisé, il abandonne. Il ne pourra survivre seul. Mais sa mère entend finalement son appel, et à l'instant même où les museaux se touchent, tout reprend sa place dans leur monde. Le petit est affamé, et sans attendre, sa mère l'incite à se nourrir tout en l'entraînant vers le rivage. Arrivée près de l'échouerie, elle le laissera finir la tétée jusqu'à ce qu'il soit rassasié. La curiosité du petit a sa raison d'être. Sous la supervision de sa mère, il doit explorer et naviguer parmi les obstacles des fonds marins et découvrir chaque recoin du territoire. Chaque grotte est visitée, chaque rocher est inspecté. Sa mère ne sera pas toujours là, et le jeune phoque devra être familier avec son univers sous-marin. Dans l'ordre naturel des choses, il commence instinctivement à pratiquer la chasse. Et les gamards, qui sont très nombreux près du rivage, sont des proies idéales pour développer la coordination nécessaire à cet art. Essayer d'attraper une proie en mouvement n'est pour l'instant qu'un jeu. Mais un jeu qui permet au chiot de développer les mouvements qui seront essentiels à sa survie. À la fin juin, la plupart des petits sont âgés de 4 semaines et arrivent à la fin de la période où ils sont allaités. Leur poids a plus que doublé. Ils pèsent maintenant 24 kilos. Les petits, tout comme leur mère, sont sur le point de passer à une toute nouvelle étape de leur vie. Depuis plus d'1 mois, j'ai été le témoin privilégié de la relation entre les femelles et leurs chiots. À mon sens,
Il n'existe rien de plus beau dans la nature que cette dévotion totale d'une mère pour son petit. Celle-ci va nourrir son chiot pour la dernière fois. Elle doit le quitter puisque le temps est venu pour elle de se reproduire à nouveau. La saison des amours va bientôt commencer. Jusqu'à maintenant, j'ai été complètement absorbé par le tournage de la période des naissances et j'ai très peu observé le comportement des mâles. Maintenant qu'ils ont mon attention, je réalise que les jeux qui faisaient partie de leurs activités du printemps ont fait place à des comportements beaucoup plus agressifs. Ce rocher qui émerge près du rivage est un lieu convoité par les mâles pour faire valoir leur rang et leur statut social. Celui qui réussit à s'y installer pourra faire de longues siestes au soleil, observer les femelles de la colonie et se pavaner devant elles. Mais cette visibilité attise la convoitise des autres mâles. Le nouvel occupant du rocher pourra maintenant se reposer en attendant la suite. Maintenant qu'elles ont quitté leurs petits, les femelles sont réceptives aux avances des mâles. Elles recherchent d'abord un partenaire puissant et en santé, puis lorsque la chimie des odeurs semble fonctionner, le jeu de la séduction peut commencer. Les mouvements de cette chorégraphie sous-marine sont répétés, perfectionnés et exécutés depuis des millénaires. Ultimement, c'est la femelle qui choisit son partenaire et l'accouplement a lieu dans l'eau sur les fonds marins. Et cette fois-ci, hors du champ de ma caméra. Début juillet. Les petits sont maintenant seuls, sans leur mère, et ils restent ensemble à l'échouerie. J'ai côtoyé quelques-uns des petits quotidiennement depuis leur naissance, et ils m'accueillent maintenant à chacune de mes plongées. J'ai souvent envie de jouer avec les phoques, mais je suis déterminé à ne demeurer qu'un simple observateur, et j'essaie de ne pas interagir avec eux pour altérer le moins possible leur comportement.
Dotés du même instinct que leur mère et imitant son comportement, ils viennent près de moi pour identifier mon odeur. Puis, satisfaits, ils s'intéressent aux objets plus mystérieux. Ils semblent complètement à l'aise en ma présence. Et j'arrive ainsi à capter de précieux fragments de leur vie. Après la sieste, vient le moment de socialiser. Deux des petits sont souvent ensemble, et quelquefois leurs joutes se terminent par des comportements plus agressifs, comme s'ils essayaient de tester leurs limites et leur capacité à intimider. En ce moment, ils alternent entre périodes de repos et de jeu. Et cette routine s'effectue dans un territoire restreint et souvent sous les mêmes rochers. Dix jours après avoir été sevrés, les petits commencent plus sérieusement à tenter de se nourrir par eux-mêmes. Cet apprentissage est ardu et il pourrait s'écouler 6 semaines avant qu'ils puissent satisfaire leurs besoins alimentaires. Ils perdront jusqu'à 20% de leur poids avant de maîtriser l'art de la chasse sous-marine. Leurs premières proies seront des petits crustacés et des petits poissons. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux plus gros. Cette tanche tautog vit sous les rochers tout près du rivage. Lorsqu'elle sort de sa cachette pour se nourrir, elle attire l'attention d'un des jeunes phoques. Alertée par le danger, la tanche retourne se mettre à l'abri. Il s'agit d'une période d'essai-erreur pour le phoque. Il explore d'abord le lieu, puis retourne à la surface pour respirer. Il faut à un phoque beaucoup de ténacité pour devenir un habile prédateur. Seuls les plus assidus dans la pratique auront assez de succès pour prendre suffisamment de poids et survivre à leur premier hiver. Un jeune phoque sur 3 n'atteindra pas l'âge d'1 an. Ceux qui réussissent peuvent espérer vivre une trentaine d'années. Celui-ci semble déterminé à pratiquer, à apprendre et à devenir un chasseur aguerri.
Chaque fois qu'un banc de bas rayés passe près de l'échouerie, des phoques partent à leur poursuite. Ce matin, les bars sont nombreux et pour chasser, ils changent constamment de direction. Comme à mon habitude, je filme un des petits près de son rocher. Lorsque les poissons s'approchent, le jeune phoque hésite quelques instants, puis finalement se lance lui aussi à leur poursuite, me laissant loin derrière. Ce sera notre dernière rencontre. Un autre hiver, un autre printemps avec sa période des naissances, puis finalement l'été, et pour moi une nouvelle saison de tournage, la 4e depuis le début de ce projet dans la baie de Gaspé. Nous sommes au début juillet, et j'explore de nouveaux territoires à quelques kilomètres de l'échouerie des phoques. Au moment où de nombreuses méduses passent près de moi, j'entends de nouveau ces grondements étranges. Ces sons mystérieux qui font vibrer l'espace sous-marin. Ils pourraient venir de n'importe où, et je n'arrive pas à déterminer l'origine de ces sons. Puis, sorti de l'obscurité, un jeune phoque comme un mâle s'approche de moi. Et un deuxième. Est-ce que ces deux jeunes mâles seraient ceux que j'ai côtoyés lorsqu'ils étaient des chiots? Est-ce la raison pour laquelle ils semblent être aussi à l'aise avec ma caméra et moi? Ils continuent de me laisser partager leur intimité. Et ce faisant, m'offrent la plus belle de toutes les récompenses. La résolution de l'énigme de ces sons mystérieux. J'apprendrai plus tard que ce comportement fait partie des rituels amoureux, que c'est une façon d'attirer les femelles et de délimiter un territoire, et que cette parade est captée pour la première fois à la caméra. Je réalise alors que les bulles que j'émets à chacune de mes respirations ont peut-être une signification pour les phoques. Je retiens mon souffle et vis intensément le moment. Je ressens une immense gratitude pour cet instant où, pour moi, rien d'autre n'a d'importance.
Le temps que j'ai passé en compagnie des phoques communs dans la baie de Gaspé me laisse avec une seule certitude. Nous les connaissons à peine. Il nous semble si familier de les voir sur les rochers de la côte, mais la majeure partie de leur vie se passe dans un autre monde, hors de notre vue. Ils naissent sur Terre, mais ils sont nés pour la mer.